Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal en compagnie de Frédéric Kilfiger, le maître des lieux. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, on a beaucoup de choses à présenter en ce mois d'octobre. On commence tout de suite avec Fanny la Renoueuse, un récit des contes de la pieuvre de Jess aux éditions Delcourt. 4e album des contes de la pieuvre. Oui, alors Les Contes de la Pieuvre, c'est une série un peu étrange. C'est à la fois du roman graphique, à la fois une série. Oui. Je dis roman graphique parce que c'est une énorme pagination. Ce sont des albums qui font 250 pages environ. Ouais. Ils ont cette particularité de pouvoir se lire de façon plus ou moins indépendante. Je dis plus ou moins parce que Fanny la Renoueuse, le 4e, chronologiquement, ça se passe juste après le 2e. Oui. Vaut mieux avoir lu Un destin de trouveur avant d'attaquer Fanny la Renoueuse, mais dans tous les cas, il faut lire tout. Oui. Parce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux en série franco-belge ces dernières années. Ouais. On est dans Paris à la fin du 19e, mais avant que Haussmann rebâtisse tout. On a encore beaucoup de quartiers très De populaires. mini-rues, de ruelles, de coins sombres, De coins choses, sombres. oui. Avec beaucoup de pauvreté et beaucoup de petites gens, entre guillemets. Et parmi cette population, il y a certaines personnes qui ont des talents. Oui. Le talent de Fanny, la renoueuse, c'est qu'elle est empathe. Elle arrive à rentrer en résonance avec les sentiments les plus profonds des gens. Et elle va être embauchée Oui. de force par la pieuvre. Qui est l'organisation mafieuse de Paris à cette époque. Voilà. Donc c'est un récit à la fois très intimiste, puisqu'on a ce personnage qui est vraiment au cœur du sentiment des gens, un polar, parce qu'il y a ce côté mafieux qui est omniprésent, et un récit légèrement fantastique, parce que ses pouvoirs ne sont pas naturels, évidemment. Oui, c'est ça. Ce Donc ne sont pas des super-héros, mais certaines personnes ont des dons comme voilà, ça. c'est des dons, les talents. Oui. La pieuvre, la mafia, essaye d'en récupérer un maximum pour son propre profit. C'est un univers ultra riche, ultra crédible, parce que Paris n'est pas qu'un décor, c'est aussi les petits quartiers, les guerres de gangs à l'époque, les rivalités entre commerçants. Oui. Voilà, c'est vraiment un univers proche de l'humain. Et voilà, C'est une pieuvre en fait, ce Paris-là. Voilà, c'est très tentaculaire, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment vraiment des récits qui sont prenants. C'est extrêmement bien écrit. Il y a une narration qui est au cordeau. Ah mais Jess est incroyable. Il maîtrise tout, mais parfaitement. Dessin, scénario, dialogue, couleur, mise en page, tout est au cordeau. Voilà. C'est extrêmement réfléchi. Et ce que j'admire encore plus, c'est que chaque tome a sa propre tonalité. Oui. Une ambiance particulière. Alors évidemment, il y a des personnages qui vont flotter, qui vont passer d'un album à l'autre, mais chaque album a vraiment son ambiance, sa façon son atmosphère, sa façon de raconter, même au niveau narration, ça change, Oui. et c'est vraiment du grand œuvre. C'est passionnant à lire, c'est émouvant, c'est drôle, c'est prenant. Enfin voilà, c'est pour moi un des indispensables de ces 10 dernières années. Et le dessin de Jess. Parlons du dessin de Jess quand même. Complètement. Il a toujours, en plus, moi je trouve que dans ses regards, là justement, des regards sombres, merveilleux et inquiétants tout à la fois, il est vraiment très fort là-dessus. C'est un dessin à la fois très minimaliste, oui. Il y a du trait, voilà, vraiment à peine de... et à la fois très expressif. Oui. Et là-dessus, je n'arrive pas à comprendre sa technique, parce qu'il arrive vraiment à rendre beaucoup de subtilité avec une économie de moyens qui est vraiment phénoménale. Et il y a une élégance, c'est très aérien aussi, notamment dans la gestion des mouvements, parce que évidemment, course-poursuite, ça reste du polar aussi. Oui. Donc il y a des scènes d'action, des fusillades, des enlèvements, des courses-poursuites, et tout est d'une fluidité incroyable. Voilà. Du talent, ça, Jess, il n'en manque pas. C'est un vrai raconteur en plus. On se laisse prendre. C'est vraiment raconter comme on aime que ce soit raconté. Et dans des actions les plus palpitantes aussi, on se prend aussi avec des considérations politiques, philosophiques dans son scénario. Une irrésistible poésie aussi qui nous fait vivre, tant graphique que narrative. C'est du grand art, c'est du Jess, ça s'appelle donc Fanny la Renoueuse, c'est un récit des contes de la pieuvre, c'est un tome 4, c'est de Jess aux éditions Delcourt. Alors là, on passe à un petit voyage. Tu voulais nous parler d'un album qui s'appelle Les Navigateurs, toujours aux éditions Delcourt, de Serge Lehmann, au scénario, et de Stéphane de Caneva, au dessin. Un thriller aux allures Lovecraftiennes assez passionnant. Oui, ça se passe dans le Paris des années 2000.
On suit un groupe d'amis qui étaient très proches à l'adolescence. Ils habitaient tous ensemble dans la même rue à Clamart, en banlieue parisienne. 3 copains. 3 copains et une fille. Et une fille. La fille s'en va à Londres pendant 10 ans. Elle ne donne pas de nouvelles. Elle est devenue photographe. Et elle revient à Clamart. Et ça va être l'occasion de se retrouver avec... Avec les anciens potes. Avec les anciens potes. Voilà, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans, quoi. Dont le protagoniste principal avait un gros crush, on va dire ça, pour elle. Donc ils se rencontrent une première fois, ils décident de se revoir quelques jours après, mais entre-temps, Neige a disparu, parce qu'elle s'appelle Neige. Elle a disparu dans sa maison. Et quand ils vont explorer la maison, ces 3 amis voient une tapisserie doublée de fils de cuivre, qui n'était pas là quelques jours avant. Oui. Sous la tapisserie, voilà, elle a décidé de refaire un peu la maison, donc elle arrache un peu la déco. Et il y a des dessins que personne ne connaît. Et voilà. Je ne vais pas en dire toute plus. Toute la trame part de là. On peut dire qu'il y a un rapport entre ce dessin et cette disparition, simplement. Mais... C'est ça, c'est du polar, complètement. Mais il y a du fantastique. De toute façon, Serge Lehmann a partagé cet univers avec son précédent roman graphique avec Fred Peters, L'Homme gribouillé. Les deux se passent dans le même endroit, mais on n'a absolument pas besoin de lire l'autre, même si c'est un chef-d'œuvre, accessoirement. Mais dans Les Navigateurs, il y a vraiment un côté est-ce si la mythologie artistique, la mythologie du territoire avait un impact dans notre monde réel. Voilà. En gros, c'est ça, ça marotte. Oui, la mythologie géographique, ça se passe à Paris, donc on repart sans trop dévoiler dans une géographie du Paris d'il y a plusieurs millénaires. Et de ses influences contemporaines, possiblement. Et en fait, c'est ça la grande question que se pose tout le temps Serge Lehmann, c'est quel impact a la géographie sur les humains, sur la société, et aussi quel impact a l'art parce que il y a dans cette tapisserie découverte des références à un mouvement artistique fin 19e, Odilon Redon notamment. Et voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un thriller artistico-géographico-fantastique. Voilà. Alors c'est difficile à... Avec un scénario au cordeau de Serge Lehmann et des dessins là de Stéphane de Caneva, entièrement dessinés en noir et blanc, relevés de tons grisés, qui sont juste magnifiques. Les Navigateurs laissent la part belle en plus aux principaux personnages. C'est vraiment un récit collé au personnage. Qui arrive à avoir cette poésie, cette étrangeté, on va même dire cette inquiétude. Parce que de tous les albums de Serge Lehmann, c'est peut-être celui qui fait le plus peur. C'est pas de l'horreur, mais il y a une part inquiétante dans cette mythologie qui impacte les personnages. C'est vraiment un album à part, d'une richesse intellectuelle. Moi, c'est ça que à chaque fois que je finis un bouquin de Serge Lehmann, je finis plus intelligent, plus cultivé. Et ça me donne envie de découvrir toutes les petites références qu'il a glissées à droite à gauche. Je veux en savoir plus. Donc voilà, c'est un album pour les curieux. Et ça, c'est quand même super cool quand on est curieux de nature. C'est un album magnifique, comme tu le disais, avec des dessins notamment inspirés vraiment du travail lithographique et l'utilisation du fusain inspiré par Odilon Redon. Stéphane de Caneva fait un très bon complément, un très bon travail. Il a à la base en plus un style comics, mais là, cette utilisation du noir et blanc pur et dur le rapproche des maîtres expressionnistes. Parce que c'est ce genre d'ambiance aussi que veut le récit. Et c'est très très bien. Atmosphère et intrigue très Lovecraftienne, mise en scène incroyable de la géographie de Paris, tout est là pour vous ravir avec cet album qui s'appelle Les Navigateurs de Serge Lehmann et de Stéphane de Caneva et c'est aux éditions Delcourt. Alors là on passe sur du réalisme, du moment de vie. Ça s'appelle À la ligne aux éditions Sarbacane de Julien Martinière d'après le roman de Joseph Pontus. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge, non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Je viens de citer Joseph Pontus de son roman. C'est un roman, un récit, on ne sait pas trop, où il raconte, dans les années 2000, son expérience dans une usine de... Transformation de poissons. Transformation de poissons, en Bretagne, ce n'est pas spécialement spécifié, mais... Et l'impact de son travail difficile, de la température, de la répétitivité. Il en a fait un récit... Des odeurs, tout ce que ça peut avoir. Joseph Pontus en a fait un récit qui s'est vendu à... 150 000 exemplaires. Il a réussi à mettre beaucoup de poésie dans quelque chose d'aussi prosaïque que le travail à la chaîne, le travail à la ligne.
parce que c'est vraiment les lignes de production. Et je trouve que le dessinateur a réussi à complètement s'emparer de ce roman, mais c'est pas une adaptation en fait. Je trouve pas que ce soit une adaptation parce qu'il reprend très peu de textes de Joseph Pontus, mais il a réussi à retranscrire l'idée et le roman de Joseph Pontus en dessin. Il y a un côté très rythmique, très lent, oui. Très contemplatif qui se rapproche assez du roman, et en même temps un côté répétitif, et notamment grâce à, je pense, son utilisation du pointillisme dans le dessin. C'est pas gratuit, il aurait pu l'adapter de façon... Mais cette répétitivité du geste pour construire petit à petit un dessin rappelle, d'une certaine manière, la répétitivité du geste dans une usine, où au final le travail ne tient que par la multitude, la répétition sans cesse du même geste. Et là-dessus, le fond et la forme se rejoignent complètement, avec une élégance et une sobriété, malgré la démesure de petits points, complètement, qui pour moi fait écho, qui fait du sens. Alors oui, c'est un récit sur l'aliénation, complètement. Et en même temps, Pontus avait réussi à exprimer, comme tu disais tout à l'heure, la beauté et la sérénité qu'il arrivait à avoir la satisfaction du travail bien fait, les rencontres avec les collègues, alors pas toujours très sympathiques, pas toujours à son goût au niveau politique ou quoi que ce soit, mais... C'est une vraie photographie de la société, et c'est pas péjoratif, mais des petites gens, des gens qui travaillent à l'usine, à la chaîne, et de ce qu'ils peuvent penser, et comment la politique s'inscrit en eux, comment la douleur aussi, et le rêve qu'ils essayent d'avoir aussi, l'évasion qu'ils essayent d'avoir, et lui, en lisant Apollinaire, en lisant Dumas, en écoutant Trenet par exemple, des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un art ouvrier, entre guillemets, pas déconnecté des masses. Et c'est là-dessus, Martinière a fait un boulot exceptionnel. Exceptionnel. Que, voilà, le fond, la forme, l'alliance, le message, tout est là. Oui, c'est un magnifique album. Ça reste la chronique d'une vie passagère ouvrière, empreinte de joie, de fatigue, de colère, aliénante, parfois porteuse de bonheur, et rarement racontée ou montrée. Donc c'est important de le lire. À la ligne, c'est de Julien Martinière, d'après le roman de Joseph Pontus, et c'est aux éditions Sarbacane. Alors là, on va passer dans de la science-fiction avec L'héritage fossile aux éditions Delcourt encore, de Philippe Valette. Alors Valette a eu un champ de production très varié. Il avait commencé avec un blog sur Internet qui s'appelait Georges Clooney, avec un espèce de super-héros farci de fautes d'orthographe. C'était du grand n'importe quoi. C'était complètement de l'absurde, et là, c'est pas du tout ça. Non. Il avait fait aussi Jean Doux et le mystère de la disquette molle, une espèce de parodie de polar qui était délicieux dans le monde de l'entreprise. Et là, il arrive avec un grand bouquin de SF. Et quand je dis grand bouquin de SF, c'est vraiment au niveau scénario quelque chose que je n'avais jamais lu. Et donc je trouve ça vachement bien fichu. Entre un huis clos et un road trip de science-fiction. En gros, le pitch, l'humanité a épuisé les ressources de la planète, a trouvé une planète jumelle à... des milliards d'années-lumière, millions d'années-lumière, Pour coloniser, il va bien falloir envoyer une équipe, mais une vie humaine ne suffirait pas. Mais ils ont trouvé un produit, une stase biologique où, quand on se réveille 3-4 jours, une fois tous les 10 ans, on ne vieillit que de 3-4 jours. Ce qui fait que, durant ce voyage, ils ne vont vieillir que de quelques années, au lieu de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et voilà le point de départ, et évidemment, ça va partir en cacahuète méchamment. Et c'est là où est l'intelligence du récit de Valette, c'est que c'est à la fois le récit de ce voyage, mais c'est un récit en flashback, puisqu'on a un personnage avec une enfant, alors qu'aucun enfant... Sur une planète, dévastée par les vents, et on ne sait pas qui est ce personnage. Alors on se doute que c'est sûrement un membre d'équipage, mais lequel, et comment il en est arrivé là, et comment cet enfant est arrivé là. Donc c'est une construction scénaristique vachement ambitieuse, c'est très réussi, et au-delà de la portée philosophique, de la réflexion, de l'originalité du propos de science-fiction, il y a aussi tout ce dessin qui est très surprenant. Parce que les personnages sont dessinés, et les décors, c'est de la 3D, c'est fait sur ordinateur. Mais de la vraie 3D magnifique. Avec des personnages dessinés très simplement, finalement. Très cartoon. Très cartoon. Avec très juste 2D. Un trait, une mise en couleur de la peau assez flashy. Et ce qui fait que ça contraste énormément avec cet album, avec les fonds qui sont en 3D
avec les ultra réaliste. notamment les vaisseaux spatiaux sont Oui. bluffants de réalisme. Et du coup, ce mélange d'esthétique fonctionne à fond. Enfin, en tout cas, chez moi, ça marche. Ah oui, Mais c'est très surprenant. Et c'est vraiment un album original. Si on aime la science-fiction et qu'on en a déjà beaucoup lu, je pense qu'il faut se pencher vraiment sur l'héritage fossile parce que ça apporte quelque chose de neuf. oui. Voilà. Alors, il y a de l'utilisation de la 3D, il y a ce mélange de dessins qui change un petit peu, mais surtout le petit twist de départ est très très bon. Ouais. C'est très bien amené Oui. et c'est vraiment très chouette. Ouais, la fin est surprenante aussi, je n'en dirai pas plus. Les amateurs de science-fiction vont vraiment adorer cet album, et c'est vrai quand même qu'il pose de pas mal de réflexions sur le devenir de l'humanité aussi. C'est un superbe album de Philippe Valette, ça s'appelle donc L'héritage fossile, et c'est aux éditions Delcourt. On va passer sur quelque chose de magnifique, mais de très douloureux maintenant. Ça s'appelle Le Sceau, souvenir dessiné d'une guerre, aux éditions du Seuil de Conrad Tinel. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Conrad Tinel qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était enfant, avec des parents qui étaient franchement du côté des nazis. Complètement. Et Conrad, lui, il en a ultra souffert de ça. Et il raconte ça, il a 90 ans maintenant, et j'ai envie de te dire, il vomit cet album. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment une catharsis, un exutoire pour lui. Il est flamand. Il a 6 ans en 1940. Et ses parents, oui, sont complètement pro-nazis et accueillent à bras ouverts l'invasion de la Belgique. Et ils y croient à ce projet. Et lui, il croit son père, il croit sa mère, parce que c'est un gamin de 6 ans et qu'il n'a pas d'autre choix au final. Donc il raconte son quotidien en Belgique. Et après, son voyage en Allemagne. Les Alliés débarquent. Ouais. Ses parents ont peur d'être considérés comme des traîtres, ce qu'ils étaient. Oui. Et donc, ils décident de partir en Allemagne. Et l'espoir, c'est qu'ils soient bien reçus en Allemagne, puisqu'ils ont bien accueilli les nazis. Donc, il n'y a pas de raison qu'eux, en tant que sympathisants, ne soient pas bien accueillis en Allemagne. Sauf que les Allemands n'en ont rien à faire. Donc, ils vont vivre comme des clochards pendant des années. Enfin, en 1944 et 1945. Et Tinel raconte cette errance, le sceau. Je vous laisse imaginer à quoi peut servir le sceau. La pauvreté extrême de ses parents. Lui, qui n'avait rien demandé à personne, raconte ça. À la base, c'est un artiste peintre. Oui. Il n'a jamais fait de bande dessinée. Et là, pour le coup, le terme de roman graphique est vraiment pas usurpé, parce que ce sont ses souvenirs froid, juste des textes sans ressenti. C'est vraiment son souvenir pur et dur. Avec des peintures pastel jetées comme ça. Pour ça, je disais de vomi comme ça, mais vraiment jetées comme ça sur le papier. Donc oui, c'est un vrai roman graphique avec juste ses pensées écrites. Alors, ses pensées, non, même pas, ce sont ses souvenirs. Oui. Sans affect, juste c'est factuel. Ouais. Et par-dessus, il jette des peintures. Ouais. Il peint les nazis sans visage, les paysages sans lumière, les corps meurtris, la peur. C'est ultra fort. Enfin, je veux dire, on ressort pas indemne de la lecture de ce bouquin-là. C'est un album extrêmement fort. Extrêmement fort. C'est à la limite de la bande dessinée, clairement, parce que c'est du témoignage plus dessiné que... Enfin, il n'y a pas de narration par l'image, quoique les images se suivent. Mais c'est des images légendées comme des photographies. Voilà, c'est ça. Et c'est un bouquin qui met mal à l'aise parce que lui a vécu toute sa vie avec... ses parents ont été jugés après-guerre. L'opprobre familial qui lui tombe dessus, alors qu'il avait 6 ans, il suivait ses parents. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes de gamins qui ont vécu ça. Oui. Et donc, lui arrive avec son art à partager ça, à l'expurger de lui. Expurger ce traumatisme qu'il a vécu, parce que lui, il est à tout l'inverse de ce qu'étaient ses parents. Il n'en a jamais parlé jusque-là. Et donc, il a 93 ans. Oui. Et voilà, c'est un espèce de testament. Et c'est une parole qui va devenir de plus en plus rare avec le temps. Et je trouve ça complètement nécessaire de pouvoir partager ça aujourd'hui. Ouais, et cela donne donc 240 dessins, une histoire dont on ne sort pas indemne. Une vraie claque, comme on dit. Ça s'appelle Le Sceau de Conrad Tinel et c'est aux éditions du Seuil. On reste dans la thématique de la guerre avec la Première Guerre mondiale cette fois-ci, avec Le Tombeau des chasseurs de Victor Lepointe aux éditions Grand Angle. En février 1915, une compagnie de chasseurs français prend d'assaut un massif des Vosges tenu par les Allemands. Réédition remaniée d'une immersion réaliste et angoissante dans la terrible bataille du Linge. Oui, le Linge, c'est une montagne pas très loin d'ici. Oui. Plutôt côté versant alsacien, et pendant la Première Guerre mondiale, c'était tenu par les Allemands, fortifié, barricadé, et les chasseurs alpins ont été envoyés pour déloger ça. Et Victor Lepointe raconte
Alors c'est fictionnel, Oui. parce qu'il a pas repris exactement le nom des personnes qui y étaient, mais il s'est extrêmement documenté sur Ce qui s'est vraiment passé sur cette ligne de front. cette ligne de front, et c'est terrible. Et on appelle ça le tombeau des chasseurs, parce que la bataille du Linge, quand même, c'est 17 000 morts, dont 10 000 côté français, et donc ce surnom du tombeau des chasseurs, parce que c'est une bataille de fous furieux. Et moi, à titre personnel, ça m'a extrêmement touché, parce que j'ai un arrière-grand-père qui avait fait la bataille du Linge, alors dans les chasseurs à pied, pas dans les chasseurs alpins, et il avait écrit un peu ses souvenirs, et moi ça m'a rappelé en lisant la BD, je fais mais je connais ça, j'ai déjà lu ça. Et je pense que dans la région, je ne suis pas le seul à avoir eu un ancêtre qui a participé à cette horreur de Première Guerre mondiale. Et donc voilà, encore une fois, je pense que c'est important de ne pas oublier et que la bande dessinée est un outil intéressant Oui. pour partager des événements qui deviennent de plus en plus éloignés. Et Victor Lepointe, avec toute cette documentation, mais ça n'alourdit pas le récit. C'est très fluide. Oui. Alors, évidemment, Son dessin est magnifique en plus. Les visages sont terriblement réussis. Oui. Je trouve même s'ils se ressemblent un peu, mais tous les soldats se ressemblaient un peu aussi. On est vraiment en immersion. C'est un véritable témoignage qui nous livre là, Victor Lepointe. Et c'est important de garder ce témoignage-là. Ouais, c'est un très beau livre sur la Première Guerre mondiale et cette bataille locale qui tombe un petit peu dans l'oubli. Ouais, c'est un livre à lire pour un beau témoignage de Victor Lepointe sur justement cette bataille qui a eu lieu. On tremble et on suffoque aux côtés de ces chasseurs à la lecture de cet album. Ça s'appelle donc Le tombeau des chasseurs aux éditions Grand Angle et c'est de Victor Lepointe. On reste dans les Vosges, on ne pouvait pas passer à côté de cette bande dessinée qui vient de sortir. Grégory aux éditions Les Arènes de Pat Perna et Christophe Gauthier, avec la participation de Jean-Marie Villemin. L'histoire de l'affaire Grégory, tout simplement. Pas tout à fait. Parce qu'on est plutôt au niveau du procès de Jean-Marie Villemin et on raconte cette histoire-là par ce biais-là. Jean-Marie Villemin va raconter son ressenti sur, évidemment, la disparition de son fils, Oui. mais aussi l'assassinat de Laroche, les conséquences judiciaires, son procès, Oui. l'impact que ça a eu sur sa femme. Enfin, c'est vraiment une autobiographie, pour Oui. le coup. Il est aidé par Pat Perna, qui, à la base, est journaliste, avant d'être scénariste de Oui. bande dessinée, et qui tient à la véracité des véracité des faits. Oui. Alors, ça ne revient pas sur l'intégralité de l'affaire Grégory, Non. évidemment. C'est vraiment un petit bout de la lorgnette. C'est un témoignage sur comment un couple a été broyé par la machine judiciaire, par la machine médiatique. par eux-mêmes aussi, Oui. puisque par le geste fou que fait Jean-Marie Villemin. Et il en a bien conscience, il ne Oui. se cache pas derrière son petit doigt. Hein. C'est pas une réhabilitation non plus, Non. c'est vraiment fait avec beaucoup d'émotion. Je Oui. pense que c'est ça, c'est transmettre l'étourdissement permanent qu'ils ont subi. Et là-dessus, c'est sincère. Oui. Voilà. En tout cas, assez ni voyeur, c'est pas indigne non plus. Donc, voilà. Voilà, c'est Parce que, évidemment, on fort. dit faire un bouquin 40 ans après, pourquoi Oui. Mais justement, je pense qu'il y a ce côté cathartique, un Oui. petit peu, voilà, qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'est un bouquin qui repose sur l'émotion ressentie par les personnages et transmise au lecteur. Et là-dessus, Christophe Gauthier a fait vraiment un travail, on voit, on ressent la Oui. peine Oui. des protagonistes. Oui, c'est un magnifique bouquin qui relate les émotions de cette famille, de ses parents, Jean-Marie et Christine Villemin, qui montre cette détresse justement de ses parents, de l'incompétence aussi du juge Lambert, voilà, qui est rehaussé par le savoir-faire des auteurs pour marier gravité et humanité. Et malgré tout, le mystère perdure. C'est à lire. Ça s'appelle donc Grégory, aux éditions Les Arènes. C'est de Pat Perna et Christophe Gauthier, avec la participation de Jean-Marie Villemin. Allez, tout vite, on voulait vous parler de deux petites suites. La première, L'ombre des lumières, aux éditions Delcourt, tome 2, Dentelle et Wampum d'Alain Hérol et Richard Guérino. Ils continuent de peindre, ces deux auteurs-là, avec panache, l'effarant portrait d'un libertin du XVIIIe siècle. Mais qui, cette fois, se retrouve aux Amériques. Voilà. C'est ça. C'était annoncé dès le tome 1, là il y est, Oui. et il va encore faire du dégât. Ouais. Et dans ces contrées exotiques, on se rend compte que le sauvage n'est pas forcément celui qu'on croit, bien évidemment. Comme pour le premier, il y a un jeu entre les relations épistolaires et ce qui est raconté dans ces lettres et la réalité. Enfin voilà, c'est tout un jeu sur le rapport texte-image. Oui. C'est réjouissant. C'est très drôle, c'est très réjouissant, c'est très méchant, c'est brutal quand il le faut, ça accompagne tous les retournements de situation. Le dessin est magnifique, le découpage, c'est parfaitement rythmé ce récit et insuffler une vie aux différents intervenants avec une forme de justesse
qui fait que rien n'est de trop et que rien ne manque. Donc on vous conseille vraiment Dentelle et Vampoum, second volet d'une comédie de mœurs annoncée, L'ombre des lumières aux éditions Delcourt, d'Alain Hérol et Richard Guérino. Et une autre suite aussi dont on voulait parler, une suite F1 ? Oui. Slava, tome 3, Un enfer pour un autre, aux éditions d'Argo, de Pierre-Henri Gaumont. Une histoire dans la Russie des années 90. Slava, c'était cet artiste contestataire Ouais, c'est ça. qui n'a plus rien à contester depuis la chute du régime et qui va se retrouver embrigadé avec son pote Lavrine, qui lui était un margoulin. Oui. Et ils vont se retrouver à racheter en sous-main une mine. C'est un roman russe en fait. C'est à la fois extrêmement exaltant, plein d'aventures, super drôle, et en même temps profondément plombant. Et s'il y a une description des changements de mentalité à ce moment capital de l'histoire de la Russie, l'arrivée du libre marché. Et, voilà. C'est vraiment un récit qui bouleverse ses personnages, qui les malmène profondément. Mais on s'attache énormément à ces personnages. Et le dessin de Pierre-Henri, mon Dieu, quel dessin. Voilà, il y a une vie incroyable. Ah, c'est clair. C'est vraiment... C'est stylisé, c'est vif, c'est toujours très juste dans sa composition et dans la dynamique, dans son découpage. C'est enlevé. Et une vraie qualité littéraire aussi. Ah oui, c'est une vraie qualité littéraire et son dessin, il est mouvant. Oui. Il est vraiment mouvant. On est toujours, j'ai l'impression d'être devant un film quand je lis du Pierre-Henri Gaumont. On est toujours très stressé. Enfin, ça part dans tous les sens. Ça bouge tout le temps. C'est très drôle. C'est magnifique. Narratif soigné, dialogue truculent, personnage attachant, une formidable trilogie qui se termine en apothéose. Slava, tome 3, Un enfer pour un autre, aux éditions d'Argo, de Pierre-Henri Gaumont. Et vite fait, on termine sur de la jeunesse avec un bouquin super adorable d'Inodyssée aux éditions Le Lombard, de Goetz et de Clotilde Goubelli. Une histoire de dinosaures un peu chétifs et inquiets qui se mettent en quête d'Anki le Sage qui prophétise leur extinction pour une sombre histoire de météorite. Mais en plus, c'est quoi une météorite ? Aucune idée. Aucune idée. Donc oui, c'est un petit peu le petit dinosaure. Ouais. Mais avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, avec un dessin de Clotilde Goubelli. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon, avec plein de couleurs, très riche, il y a des feuilles dans tous les coins, c'est vraiment très vivant, une attitude des personnages à la fois à la limite de l'absurde et en même temps, c'est très documenté, hein, la Gaët, ça fait son boulot. Le scénario d'ailleurs de Gaët, c'est très surprenant quand on sait qu'il a fait RIP, de le voir sur une série jeunesse, ça se voit, voilà. Mais ça marche bien. Et c'est une très chouette série jeunesse, même si on n'aime pas les dinosaures, ça marche parce que les persos sont super attachants, c'est de l'aventure, il y a plein de rebondissements, le dessin est fantastique, plein de couleurs, il y a une tyrannie, la tyrannosaure s'appelle Tyrannie, c'est trop mignon. Voilà, c'est un bouquin mignon. Voilà. À partir de 6 ans, c'est super. C'est une quête comme ça de 5 dinosaures avec une illustratrice quand même très prometteuse, un dessin fabuleux. Toute nouvelle, cette illustratrice, truffée de détails, de couleurs incroyables, comme tu disais, contrastant avec l'univers habituel et terrorisant du Jurassique finalement. Là, on est vraiment sur du mignon. Et cette BD, une BD qui rend la lecture très sympa le soir avec ses enfants. Vraiment, c'est à lire. Ça s'appelle donc d'Inodyssée aux éditions Le Lombard. C'est de Goetz et de Clotilde Goubelli. Voilà, on a terminé, Fred. On a réussi à tout caser dans cette émission. Merci beaucoup pour cette nouvelle sélection. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle quand même tout vite que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique Culture et que vous pouvez toujours retrouver ces chroniques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Allez, maintenant il est temps d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.